Si le monde est un rêve, pourquoi ne pouvons-nous pas le contrôler entièrement? Alors voilà une question qu'on me pose régulièrement parce que, évidemment, sur ma chaîne, je propose cette hypothèse qui est de dire que le monde est un rêve. Et j'explique pourquoi dans mes différentes vidéos. Et donc pour répondre à cette question, si le monde est un rêve, pourquoi ne pouvons-nous pas le contrôler entièrement? Eh bien, peut-être qu'il serait intéressant de nous tourner vers l'expérience du rêve, justement, de ce rêve nocturne. Parce que quand un rêve se déploie, quand un rêve apparaît au milieu de la nuit, il peut y avoir plusieurs degrés de lucidité qui peuvent apparaître. Alors il peut y avoir l'illusion totale, où finalement on est plongé complètement dans le scénario de ce qui se passe, on croit dur comme fer à tout ce qui se déroule, tout ce qui se déroule semble nous être imposé, et comme on est dans l'illusion totale, on ne remet jamais en cause ce que l'on perçoit. Donc ça, c'est le premier niveau quelque part que l'on peut avoir dans le rêve. Puis, on peut avoir une semi-lucidité. Et à ce moment-là, on comprend qu'on est en train de rêver. Et pour autant, ce n'est pas parce qu'on comprend qu'on est en train de rêver qu'on a un pouvoir absolu sur le rêve. On reste des spectateurs. Et alors, parfois, on a la capacité d'agir, mais finalement, nos tentatives d'action sont assez limitées. On a également un autre niveau qui intervient avec un peu de pratique, notamment de la pleine conscience du sommeil et du rêve. Et cet autre niveau, c'est celui dans lequel il est possible d'influencer certains aspects du rêve. Mais finalement, son cadre général semble nous échapper. On contrôle certains aspects, mais plein de choses finalement ne sont pas sous notre contrôle. Puis finalement, lorsque notre maîtrise du rêve s'affine, on peut interagir avec le rêve de manière de plus en plus fluide et libre. Mais bon, voilà, on n'arrive quand même pas à le remodeler totalement. Et puis, il y a une dernière étape, celle où on est dans un état de lucidité le plus avancé. Et à ce moment-là, on peut vraiment transformer son rêve presque comme on veut. Mais il y a des choses qui ne sont pas changeables. Par exemple, on ne choisit pas le début, ni la fin du rêve. Ce rêve se dissout inévitablement. Et puis, il y a un autre phénomène. Quand on essaye de tout contrôler dans le rêve, on réalise rapidement que ce rêve est régi par des règles. Ces règles sont les règles des causes et des effets, qu'on appelle dans le bouddhisme le karma. Et nos choix, nos actions vont influencer le déroulement de ce rêve. Certaines actions vont renforcer certaines manifestations. Par exemple, certaines actions pourront renforcer la saisie du soi, pourront renforcer l'attachement et donc la souffrance. Bien évidemment, d'autres actions pourront ouvrir des espaces de liberté. Et donc, même une lucidité plus grande ne signifie pas nécessairement un pouvoir absolu, mais simplement une compréhension plus profonde des mécanismes qui sont à l'œuvre. Donc là, on était dans l'exemple du rêve de la nuit, mais ce raisonnement s'applique aussi au rêve de la vie. Et encore une fois, je le rappelle ici, comme je le rappelle dans d'autres vidéos, dire que la vie est un rêve, ça ne signifie pas nier l'apparence qu'il y a dans cette vie. Ce n'est pas nier les apparences, c'est simplement reconnaître que la vie et que les phénomènes de cette vie n'existent pas de manière indépendante ou figée.
Si on observe bien et avec discernement, tout est interdépendant, tout est impermanent et tout est vide d'existence propre. Finalement, tout ce qu'on expérimente est une projection, comme une création qui surgirait au sein de la conscience. Et finalement, on n'est pas vraiment séparé, ni des apparences, ni de la conscience elle-même. Et donc, pour en revenir à la démonstration, comme dans un rêve nocturne, dans le rêve de la vie, on peut, dans une certaine mesure, influencer notre expérience. Plus on est présent, plus on a le sentiment d'avoir une forme de maîtrise, finalement. Et c'est justement parce que cette vie a une nature onirique, et donc non duelle et vide d'existence propre, c'est pour cela que la vie est malléable. Nos actes transforment notre expérience et nos choix ont des conséquences. Mais tant que la lucidité n'est pas totale, nous n'agirons que selon ce qui nous semble aligné avec nos aspirations profondes, nos valeurs. Et donc parfois des choses se produisent et puis parfois non. On essaye de créer telle ou telle chose et parfois ça marche et parfois ça ne marche pas. Et sur la voie spirituelle, on peut, grâce aux souvenirs des aperçus de non-dualité ou d'amour inconditionnel qu'on peut expérimenter, on peut orienter nos actions finalement en accord, en harmonie avec ces aperçus que l'on considère être finalement la réalité absolue. Et donc ces actions en harmonie sont plutôt des actions éthiques et non égocentrées. Mais si on continue à augmenter quelque part notre capacité à être lucide et à être présent, au bout d'un moment, cette lucidité pourra être totale. Et lorsque cette lucidité devient totale, une évidence va s'imposer. Cette évidence, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Il n'y en a jamais eu. Et finalement, il n'y a que ce qui se déploie, instant après instant. Et donc, tant que l'on croit au contrôle, tant que l'on a l'impression d'avoir une prise sur les choses, c'est finalement que l'on croit à l'existence d'un jeu séparé, d'un agent indépendant qui dirigerait le rêve de la vie. Mais à l'examen, lorsqu'on observe ce jeu, on ne le trouve pas. On ne trouve pas quelqu'un qui contrôlerait quoi que ce soit. Et donc, le chemin, par exemple celui du yoga du rêve, et ça peut être d'autres chemins ou d'autres méthodes spirituelles, ça ne consiste pas vraiment à prendre le contrôle, mais à explorer nos tendances, nos croyances, à jouer le jeu du contrôle et de la transformation encore et encore, jusqu'à ce que l'on voit tout le mécanisme, toute l'illusion à l'œuvre. Donc on joue à être celui qui contrôle, on regarde ce que cela fait que d'être aux commandes pour réaliser qu'il n'y a jamais eu personne aux commandes. Et alors on pourrait se dire, oui, non, mais alors ça sert à quoi de pratiquer si finalement on se rend compte qu'il n'y a jamais eu personne qui contrôle? Eh bien, le chemin et la pratique est quand même indispensable à mon sens, sauf pour, dans certains cas, de personnes qui réalisent tout cela spontanément, justement pour sortir de la confusion, de l'illusion, de la croyance que les choses sont créées par nous, petits êtres humains qui contrôlent les événements, les pensées, les sensations. Si on ne fait pas le chemin, eh ben, il y a peu de chances
que l'on se rende compte de tout ça et donc on reste dans la confusion. Donc on pourrait également se dire: «Mais est-ce que c'est vraiment souhaitable? Est-ce que c'est vraiment souhaitable de se rendre compte de ça? Est-ce que c'est souhaitable de se rendre compte du fait que finalement, il y a personne, il y a pas de pilote dans l'avion?» Et ben, paradoxalement, moi j'ai l'impression quand même que c'est plutôt une bonne idée. Parce que cette, réalisation ouvre notre perspective et notre vie vers une liberté totale. Et comme le disent les enseignements du bouddhisme, réaliser cette, non-dualité, cette vacuité, cette, absence, d'ego séparé, cette réalisation permet l'accomplissement de nos souhaits les plus authentiques. Pas ceux qui sont dictés par le mental, mais ceux qui émergent naturellement, sans effort et sans saisie, qui émergent donc de notre véritable nature. En ne cherchant pas, à privilégier un aspect de l'expérience plutôt qu'un autre, mais en laissant l'action juste dissiper la souffrance, on se libère. Autrement dit, à un certain stade, la pratique consiste simplement à être de la non-pratique. On apprend à laisser la vie être ce qu'elle est, être telle qu'elle est. On cesse de lutter pour favoriser un aspect de l'expérience et on lâche la saisie. Et à ce moment-là, on découvre que nos aspirations véritables se manifestent d'elles-mêmes, dans la simplicité et la justesse, sans effort et sans saisie. Et alors on pourrait se dire: «Oui, non mais là, attends, on va dans une certaine, inaction, inertie et un refus du monde». Mais alors ça encore, c'est une, idée qui est, conditionnée par l'ego. Parce qu'en réalité, lorsque l'on laisse tout s'écouler naturellement, eh bien, les mouvements continuent, la vie continue, les, aspirations continuent, les luttes continuent, mais ce n'est plus des mouvements, des aspirations, des luttes qui sont motivé par l'ego séparé, pour le dire simplement, mais simplement pour que l'ensemble se déroule de la meilleure des façons. Voilà. Donc, mes petits éléments de réponse sur cette question, relativement, audacieuse. Évidemment, ce ne sont que des mots et je vous invite vraiment à, si ça vous intéresse en tout cas, à expérimenter par vous-même et à voir en quoi cela est vrai ou en quoi cela est faux finalement. Mais vraiment, pour le voir, je pense qu'il faut aller au-delà de la réflexion intellectuelle et d'avoir une pratique, quelle qu'elle soit. Et si la pratique particulière du yoga du rêve, de la pleine conscience du sommeil et du rêve, comme je l'appelle, vous intéresse, vous pouvez consulter les différentes vidéos sur ma plateforme. Et également, j'organise une retraite au mois de mars. Donc je vous laisse, donc c'est en mars 2025 et je vous laisse toutes les informations en description. Bonne pratique.